Bonjour à tous et à toutes, et tout particulièrement aux élèves des classes de 4e 1 et de 4e 2 du collège Charlotte Delbault de Tronget. Bienvenue dans cette nouvelle séquence, la 5e d'histoire du programme de 4e, que j'ai intitulée La Révolution française et l'Europe, le rendez-vous manqué. Et oui, si vous pensiez en avoir fini avec la Révolution, eh bien, caramba, encore raté, parce que nous allons à nouveau évoquer la Révolution française, mais cette fois-ci dans ses relations très compliquées, très conflictuelles avec le reste du continent européen. Vous allez voir, hein, c'est essentiellement des guerres qui vont nous occuper au cours de la séquence, le tout entre 1792 et 1815. Et comme vous pouvez le remarquer sur le tableau que vous avez sous les yeux et que nous étudierons plus en détail le moment venu, le personnage central de notre étude va une nouvelle fois être, je pense que vous l'avez reconnu, dans son uniforme de colonel de chasseurs de la garde et surtout avec son chapeau bicorne sur son cheval blanc, le célèbre Napoléon Ier, empereur des Français, parce que c'est lui qui va, d'une certaine façon, chercher à imposer la Révolution française aux Européens. Et donc notre problématique pour toute la séquence sera la suivante. Quel changement la France révolutionnaire puis impériale essaie-t-elle d'imposer aux Européens? Au cours de cette séance inaugurale, nous allons, comme d'habitude, mettre en place le décor. Nous allons commencer par bâtir une carte, donc nécessairement à l'échelle de l'Europe, l'Europe de l'époque. Et sur cette carte, nous allons montrer l'apogée de la domination française sur l'Europe, c'est-à-dire le moment où l'Europe est, pour ainsi dire, française, ou du moins sous domination française. Donc grand A, l'apogée de la domination française sur l'Europe, début 1812, et notre problématique sera donc la suivante. Quelles sont les principales manifestations de la domination exercée par la France sur l'Europe et quelles en sont les limites? Vous avez sous les yeux la carte qui va nous servir de modèle pour bâtir notre propre carte à nous, hein, Jean de Tronget. Vous avez sous les yeux une carte de l'Europe. Au début de l'année 1812, allez, on va dire jusqu'à juin 1812, cette carte est parfaitement valable. Cette carte montre la domination maximale de la France sur l'Europe. Mais quand on parle de la France, comme vous pouvez le voir, on ne parle plus de la République française, puisque depuis mai 1804, je vous le rappelle, on l'a vu lors de la séance précédente, la France est devenue un empire, quand Bonaparte est devenu Napoléon Ier. Et cet empire français, eh bien, il est bien plus vaste que ne l'était la France de la Révolution de 1789. On peut constater en particulier que la France a considérablement repoussé ses frontières au nord, puisqu'elle a intégré dans son territoire, elle a fait la conquête, elle a annexé, si vous préférez, la rive gauche du Rhin, mais aussi ce qui aujourd'hui s'apparenterait à la Belgique, mais aussi ce qui s'apparenterait aux Pays-Bas et que sur la carte on appelle la Hollande. Sans oublier une forte poussée territoriale également à l'est, au sud-est, puisque les territoires qui se trouvent à l'est des Alpes sont devenus français, hein, le nord de l'Italie, avec en particulier la région de Turin,
Mais également, c'est ce territoire qui est plus au centre de la péninsule italienne et que depuis le Moyen-Âge, depuis Charlemagne, on appelle les États de l'Église et qui sont également devenus territoire français. La France qui comptait 89 départements, 83 départements en 1789, au moment où les départements ont été créés par la Révolution française, eh bien ces 83 départements sont devenus 130. Mais ça n'est pas seulement parce que la France a considérablement agrandi son territoire au détriment de ses voisins qu'on peut parler de domination française sur l'Europe. En réalité, la domination française sur l'Europe s'exerce aussi d'une autre manière. Et c'est ce que nous permet de voir la carte quand on voit ce que sur cette carte on appelle les États sous protectorat. Dans protectorat, vous reconnaîtrez certainement protection. Donc on a affaire à des territoires, je pense au Royaume d'Espagne, je pense au Royaume d'Italie, au Royaume de Naples, c'est-à-dire tous ces pays qui sont en vert tendre, en vert pomme, le Grand-Duché de Varsovie, la Confédération du Rhin, la Confédération helvétique. Tous ces territoires qui sont officiellement des pays indépendants, mais qui en réalité sont sous la domination française, tout simplement parce qu'on le verra plus en détail dans le cadre du cours. On verra que Napoléon Ier a remplacé les souverains de ces territoires par des gens de sa propre famille, ses frères, ses beaux-frères, bref, les rois qui dirigent ces territoires sont des marionnettes entre ses mains. Ce sont des territoires qui sont également occupés par l'armée française. Donc en fait, ce sont des territoires qui ne font pas officiellement partie de l'Empire français, mais qui sont des territoires sous étroit contrôle français. Et vous pouvez voir que ce sont des territoires qui, pour la plupart, sont frontaliers de l'Empire français, à l'exception du Grand-Duché de Varsovie, qui est un peu plus décalé, plus en marge, sont plus centrés sur le centre-est de l'Europe. Ces territoires-là, sur notre carte, je les appellerai les territoires vassaux ou les territoires vassalisés, c'est-à-dire ces territoires, si vous vous rappelez votre programme de 5e en histoire, le vassal, c'est l'homme du seigneur, c'est-à-dire celui qui se met à la disposition de son maître, et le maître, c'est le seigneur. C'était comme ça qu'on voyait les relations entre chevaliers au Moyen-Âge. Et bien là, on a beau ne plus être au Moyen-Âge, mais au début du 19e siècle, c'est ainsi qu'il faut concevoir la relation de soumission entre le royaume de Naples, par exemple, ou le royaume d'Espagne, envers l'Empire français de Napoléon Ier. Et puis, en plus de cette demi-douzaine de pays sous protectorat français, vassalisés par Napoléon Ier, on trouve une autre demi-douzaine à peu près d'États, ceux qui sont en jaune sur votre carte, Royaume de Norvège, Royaume de Danemark, mais aussi Royaume de Prusse, Royaume de Suède même pendant un moment, même si la carte ne vous le dit pas, l'Empire d'Autriche aussi, et l'Empire de Russie tout à l'est de l'Europe, et ces États sont des États alliés de la France, jusqu'en 1812. Alors en fait, les choses sont un peu trompeuses, parce qu'on pourrait en conclure que ce sont des pays amis de la France, mais en fait pas du tout. L'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, le tsar en russe voulant dire empereur, le tsar de Russie, sont des ennemis déclarés de Napoléon Ier et de l'Empire français. Mais ils ont été contraints
de se placer, comment dirais-je, dans une relation d'amitié forcée avec Napoléon Ier, tout simplement parce que ces pays et ces empereurs, ces rois n'ont pas eu le choix. Ils ont été écrasés militairement à plusieurs reprises par Napoléon Ier, pour s'être révoltés contre Napoléon, pour avoir osé lui tenir tête, lui avoir fait la guerre. Et ces pays ont été plusieurs fois très sévèrement punis par Napoléon. Au cours de batailles magistrales, on n'en étudiera qu'une, mais c'est la plus importante, c'est la plus belle des victoires de Napoléon, c'est la bataille d'Austerlitz, où là, les Russes et les Autrichiens ont été écrasés au cours d'une seule et même bataille. Et dans ces conditions, eh bien, ces pays, pour éviter d'être à leur tour sous protectorat, d'être à leur tour vassalisés comme peuvent l'être le royaume de Naples ou le royaume d'Espagne, eh bien ces pays sont obligés de faire semblant d'être amis avec Napoléon et avec la France, tant que Napoléon et la France sont les plus forts. Et il se trouve, encore une fois, qu'au début de l'année 1812, c'est le cas. En effet, au début de l'année 1812, rares sont les États européens qui osent encore affronter l'Empire français de Napoléon Ier. En fait, pour l'essentiel, ils sont deux, le Royaume-Uni et le Portugal. Plus tard, la Suède rejoindra le mouvement. Ce sont les pays qui, comme vous pouvez le voir, sont en rose, tirant un peu sur le fuchsia. Là. Alors, pour le Royaume-Uni, c'est la géographie qui le sauve. Le Royaume-Uni, contrairement à l'Empire d'Autriche, qui a été corrigé, comme je vous le disais, à plusieurs reprises par Napoléon, le Royaume-Uni, lui, n'est pas sur le continent européen. Le Royaume-Uni, c'est un archipel. Proche du continent européen, certes faisant partie du continent européen, mais séparé de l'Empire français par la Manche. Et les 30 à 40 km de mer qui séparent le Royaume-Uni de l'Empire français font toute la différence, c'est-à-dire que Napoléon est dans l'incapacité d'envahir le Royaume-Uni, et c'est ce qui sauve le Royaume-Uni, probablement du désastre et de l'invasion par la France. Donc le Royaume-Uni va être l'ennemi juré de la France et de Napoléon pendant toute la période du Premier Empire, parce que le Royaume-Uni est insaisissable, il n'est pas possible à Napoléon de l'envahir, parce que la marine de guerre française n'a pas les moyens de permettre un débarquement militaire. D'un autre côté, le Royaume-Uni se retrouve bien seul dans sa lutte contre l'Empire français, puisqu'il n'y a guère que le Portugal qui ose se joindre au Royaume-Uni dans sa lutte contre Napoléon. Et encore, le royaume du Portugal, ça s'explique pour deux raisons. La première raison, c'est que le Portugal est presque une colonie britannique à l'époque, ne serait-ce que pour ses relations commerciales très très fortes avec le Royaume-Uni, et aussi parce que d'une certaine manière, le royaume du Portugal, c'est aussi presque une sorte d'île, parce qu'elle n'est pas frontalière de l'Empire français, et que Napoléon, pour pouvoir attaquer le royaume de Portugal, va être obligé de passer par l'Espagne, ce qui va évidemment compliquer les choses, et qui va finir par provoquer d'ailleurs une révolte des Espagnols contre les Français. Donc c'est un peu la géographie, l'éloignement géographique qui sauve ces deux États de l'invasion et probablement de la destruction. L'Europe est dominée par la France car Napoléon est craint de toute l'Europe. Un peu comme Jupiter, il dispose de la foudre entre ses mains. Alors évidemment, les choses ont changé à la fin de l'année 1812, quand Napoléon va commettre l'erreur stratégique de vouloir aller faire la guerre à l'empereur de Russie. Et là, il va être écrasé à son tour. Et à partir du moment où Napoléon Ier n'a plus les moyens d'imposer la terreur en Europe, eh bien l'Europe va finir par reprendre sa liberté
entre les années 1812 et 1815. Voici le fond de carte que vous trouverez normalement sur votre planche photocopiée numéro 1. Je n'ai fait apparaître pour l'instant que la première partie de la légende, de manière à ce que vous puissiez travailler sur le fond de carte le plus grand possible pour votre confort visuel. Alors, je vous propose de commencer par replacer sur le fond de carte l'Empire français avec ses 130 départements, donc l'Hexagone, plus la rive gauche du Rhin, plus la Belgique, qui n'existe pas encore à l'époque, la future Belgique, mais aussi les Pays-Bas, la Hollande, mais aussi l'Italie qui se trouve à l'est des Alpes, sans oublier les États de l'Église. Mettez-moi sur pause le temps de fignoler le coloriage. Ensuite, nous pouvons ajouter à cette France impériale, nous pouvons rajouter toute une guirlande d'États qui sont donc les États sous domination française, qu'on appelait États sous protectorat français, mais moi je préfère cette expression d'États vassaux, d'États vassalisés. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, des États qui sont aux ordres de Napoléon Ier, qui n'ont aucune possibilité d'indépendance. Donc je vous les nomme, n'oubliez pas de marquer leur nom s'il vous plaît sur la carte, sinon ça ne va pas servir à grand chose. Je vous les donne d'ouest en est, donc d'abord le royaume d'Espagne, puis le royaume de Naples, ainsi que le royaume d'Italie, ça fait deux royaumes différents pour la péninsule italienne, plus la Confédération du Rhin qui remplace depuis 1800 ce qu'on appelait depuis Charlemagne le Saint-Empire romain germanique. Et enfin, j'ai oublié la Confédération helvétique, excusez-moi, entre le Royaume d'Italie et la Confédération du Rhin. N'oublions pas les Suisses, puisque les Helvètes, ce sont les Suisses. Et enfin, plus à l'est, le Grand-Duché de Varsovie, qui est né en 1807. Nous pouvons maintenant ajouter l'autre catégorie d'États sous domination française, même si c'est une domination moins forte. C'est-à-dire que Napoléon n'a pas remplacé les souverains par des membres de sa famille. L'armée française n'occupe pas non plus ces territoires, sauf en cas de guerre et en cas d'invasion. Je parle donc en particulier du royaume de Danemark, au nord de la Confédération du Rhin, là, la péninsule entre mer du Nord et mer Baltique. Je parle également de l'Empire d'Autriche, au sud du Grand-Duché de Varsovie, mais aussi du royaume de Prusse, au nord et à l'ouest du Grand-Duché de Varsovie, et bien entendu de l'Empire russe, à colorier en jaune. Les États alliés de la France sous la contrainte, c'est-à-dire tant que Napoléon et l'Empire français resteront les plus forts. Et le fait est que, après des débuts très compliqués, eh bien, la France s'est militairement imposée à l'Europe. La domination française s'explique en grande partie par le fait que les armées françaises sont les plus fortes. La France possède un avantage énorme à l'époque, c'est qu'il s'agit du pays le plus peuplé d'Europe de l'Ouest.
Donc la France, certes, est en guerre contre à peu près toute l'Europe, mais depuis la Révolution française, avec la mise en place de ce qu'on appellerait aujourd'hui le service militaire obligatoire, la conscription, la France a eu les moyens de défendre toutes ses frontières, et non seulement de défendre ses frontières, comme ce fut le cas lors de la bataille de Valmy de 1792, le miracle de Valmy qui stoppe l'invasion autrichienne et prussienne et qui permet à la France de proclamer dans la foulée la République, en septembre 1792, eh bien cette France non seulement a l'occasion, les moyens de se défendre contre la coalition européenne, mais elle a même les moyens d'attaquer les Européens et de les envahir. Et en 1805 en particulier, comme je vous le disais tout à l'heure, la plus belle des victoires napoléoniennes va permettre à l'empereur des Français d'écraser toute velléité de résistance en Europe pour plusieurs années. Le 2 décembre 1805, la bataille, la victoire, le triomphe d'Austerlitz. Ajoutons ce dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'était un oubli de ma part que je vais réparer maintenant, ce long trait noir qui épouse les contours du continent européen et que l'on appelle le blocus continental. À partir de 1806, Napoléon Ier va tenter de mettre sous cloche le continent européen et de le rendre hermétique au Royaume-Uni, c'est-à-dire que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande étant l'ennemi déclaré de l'Empire français, Napoléon va tenter de pousser à la ruine le Royaume-Uni, puisqu'il ne peut pas envahir le Royaume-Uni militairement, je vous l'expliquerai dans un instant. Napoléon va tenter de pousser le Royaume-Uni à la ruine de son commerce en empêchant les commerçants britanniques de pouvoir vendre leurs marchandises aux clients européens. Donc Napoléon va essayer de rendre totalement infranchissable le détroit de la Manche, mais aussi toutes les mers entre le Royaume-Uni et l'Europe, dans le but d'empêcher les Britanniques de faire du commerce avec l'Europe. Et ce blocus continental, évidemment, sur des dizaines de milliers de kilomètres de littoral, a fort peu de chances d'être parfaitement hermétique. Et vous pouvez voir que, notamment au niveau du Portugal, il y a une grosse déchirure. Il y a évidemment un énorme trou dans le filet posé par Napoléon tout autour de l'Europe, et je vous expliquerai dans un instant pourquoi. Au niveau du Portugal, il y a un gros accroc dans ce blocus continental. Autre élément de domination de la France et de l'esprit de la Révolution française d'ailleurs sur l'Europe. Alors là, c'est beaucoup moins brutal que le blocus continental, c'est tout simplement l'application dans le droit national des différents pays européens du code civil napoléonien. Napoléon, son fameux code civil dont il est si fier, eh bien, il l'a imposé aux Européens. Ce faisant d'ailleurs, vous le verrez, il pense offrir un magnifique cadeau aux Européens, mais ce que Napoléon n'a pas véritablement bien compris, c'est que un cadeau qu'on impose aux Européens sans leur demander leur avis, ça devient plus un cadeau, ça devient une contrainte, et finalement, eh bien, les Européens vont assez mal prendre ce cadeau-là, ce cadeau forcé. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, tous les pays d'Europe sont loin d'avoir adopté le Code civil Napoléon, et en particulier les fameux États alliés sous la contrainte de la France qui ne veulent pas en entendre parler. Rares sont les États qui osent tenir tête et qui surtout ont les moyens de tenir tête à Napoléon Ier et à l'Empire français en 1812. En fait, il n'y en a véritablement que deux.
il y a le Royaume-Uni et le Royaume du Portugal qui ont lié leur destin et qui constituent le pivot de toutes les coalitions européennes contre l'Empire français, des coalitions qui vont toutes être écrasées à plat de couture par Napoléon Ier jusqu'en 1812 du moins. Mais ces États vont échapper à l'invasion, vont échapper à la punition, contrairement aux Prussiens par exemple ou aux Autrichiens, qui vont être corrigés, comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, par Napoléon. Et bien dans le cas du Royaume-Uni et du Portugal, ce qui va les sauver, c'est leur géographie. Le Royaume-Uni est sauvé par son insularité. C'est un archipel qui se trouve à proximité immédiate, certes, de l'Europe, mais qui est séparé du continent européen par le détroit de la Manche. Et c'est ce qui le sauve parce que la marine française, la marine de guerre française, n'a pas les moyens de préparer une invasion du Royaume-Uni. Et c'est ce qui met donc le Royaume-Uni à l'abri des menaces d'invasion. Et c'est ce qui va d'ailleurs pousser Napoléon Ier, ne pouvant envahir militairement le Royaume-Uni, à mettre en place ce fameux blocus continental destiné à étrangler le commerce britannique et à le pousser à la paix. Quant au Portugal, alors c'est pas une île, mais d'une certaine façon si, parce que pour attaquer le Portugal, la France a besoin de passer par l'Espagne, ce qui complique les choses, surtout que les Espagnols vont mal prendre la présence des troupes françaises sur leur sol et vont finir par se révolter contre les Français, ce qui va rajouter un problème au problème portugais. Et du coup, le fait que le royaume de Portugal soit un ennemi déclaré de la France explique pourquoi il y a un énorme trou au niveau du Portugal dans le blocus continental européen. Le blocus continental est imposé par Napoléon aux Européens. Le Portugal, étant un ennemi de Napoléon, ne va évidemment pas appliquer le blocus continental, surtout qu'encore une fois, le blocus continental est une arme de guerre commerciale contre le Royaume-Uni. Or, il se trouve que le Royaume-Uni est le principal allié, pour ne pas dire le seul, du Portugal. Il y a un autre énorme trou dans le blocus continental. Il est au niveau de la mer Adriatique, qui, il est vrai, qui sépare l'est de la péninsule italienne du littoral croate ou grec d'aujourd'hui, mais il faut reconnaître que l'Adriatique est quand même très très éloigné du littoral et des côtes et des ports britanniques. La domination exercée par la France impériale de Napoléon Ier sur l'Europe devient chaque jour de plus en plus insupportable pour les Européens, qui ont de plus en plus de mal à accepter qu'on leur impose le droit français à travers le Code Napoléon, qui n'acceptent pas qu'on les prive du commerce avec le Royaume-Uni pour cause de blocus continental. L'exaspération se transforme en révolte, en soulèvement anti-français. Ce sont les petits soleils noirs que j'ai disposés sur la carte et qui touchent tous les États vassaux, ou pratiquement tous les États vassaux, les États allemands, les États italiens, y compris le territoire suisse, mais aussi et surtout l'Espagne, qui donne d'ailleurs l'exemple, et nous l'étudierons en histoire des arts. Heureusement pour les Européens qui détestent Napoléon Ier et la domination exercée par la France sur le continent, eh bien Napoléon n'est pas invincible. Et ses armées peuvent être vaincues, particulièrement sur mer. Et en 1805, au large de Cadix, au large de l'Espagne, presque à l'entrée du détroit de Gibraltar, donc au sud de l'Europe, se déroule une importante bataille navale entre la Royal Navy et la marine de guerre française, et la marine de guerre française est laminée. Elle est en grande partie détruite à Trafalgar en 1805, et c'est d'ailleurs cette défaite navale de Trafalgar qui empêche Napoléon Ier d'envisager sérieusement une invasion de l'archipel du Royaume-Uni, et c'est donc c'est Trafalgar qui va obliger Napoléon à mettre en place cet impopulaire blocus
continentale à l'échelle de l'Europe. Mais le sort de l'Europe, et donc également de la domination française exercée sur l'Europe, va se jouer à l'autre extrémité du continent, à l'Est, à l'intérieur de l'Empire russe, dans lequel Napoléon s'est fort imprudemment aventuré à l'été 1812 à la tête d'une grande armée. Bon, l'une des raisons la plus importante, c'est que le tsar, l'empereur de Russie, Alexandre, refusait d'appliquer le blocus continental et qu'il se vantait même de faire du commerce avec le Royaume-Uni. Donc Napoléon avait décidé de châtier le russe chez lui. Mal lui en a pris, puisque l'hiver 1811-1812 va être terrible et va contribuer à détruire la grande armée de Napoléon. Ça va être le célèbre épisode de la retraite de Russie qui va marquer le début de la fin pour la domination française sur le continent européen. Les années 1812-1815 marquent véritablement l'agonie, la fin de la domination exercée par la France sur l'Europe, puisque les États soi-disant amis, alliés de la France se révoltent contre la France, les États en jaune, mais les États en vert, les États vassaux, les États sous protectorat français reprennent également leur indépendance. Et en fait, la France revient littéralement à ses frontières de 1789, puisqu'elle est chassée de partout. Et le coup de grâce lui est donné le 18 juin 1815 dans la banlieue de Bruxelles, à Waterloo, Waterloo-Morne-Plaine, comme le disait Victor Hugo. C'est la défaite finale, le jour où l'Empire français chute littéralement et que l'Europe en termine avec l'oppression française.